La salle de bal de l'Hôtel Astoria scintillait comme une galaxie de lumière capturée. Des cristaux pendaient des lustres, déversant une pluie glacée sur une mer de robes haute couture et de smoking sur mesure. L'air vibrait d'un doux brouhaha, une symphonie de coupes de champagne, de rires feutrés et du réseautage implacable de l'élite parisienne. C'était le gala des étoiles, le monument annuel de Julien pour sa propre philanthropie, son pouvoir. Pour moi, c'était un retour. Pas à la maison, mais sur un champ de bataille dont je n'avais jamais su que j'avais la force de le quitter. J'ai senti les regards se poser sur moi dès que j'ai franchi l'arche monumentale. Pas un scan hostile, plutôt une curiosité polie. Ma robe en soie vert émeraude, simple mais frappante, glissait autour de moi comme une seconde peau. Mes cheveux, un carré net et sombre, encadrés d'un visage que je ne reconnaissais pas il y a 5 ans. Je les avais quittés fantomatiques, j'y revenais solide. Et pourtant, en voyant les flashs des photographes crépiter non loin, un léger tremblement m'a traversé, un écho lointain de l'ancienne Marie. Serait-ce différent cette fois? Est-ce que ce vert, si loin du beige downtown, serait suffisant pour briser le sort d'invisibilité qu'il avait jeté sur moi? Au centre de la pièce, cerclée de cordons de velours, se dressait la pièce maîtresse artistique de la soirée. Mon installation. Écho de la Renaissance. 3 panneaux translucides massifs, de plus de 3 mètres de haut chacun, disposés en une courbe douce. Incrustés dans la résine polie, les fantômes de la désintégration industrielle, des engrenages rouillés flottant dans les airs, des treillis délicats de cuivre oxydé, des fragments de verre brisés irisés. Et pourtant, tissés à travers ce squelette métallique, des veines de couleur pure et brillante, des traînées de bleu saphir, de vert émeraude, et un cramoisi ardent, défiant. Des lumières cachées pulsaient de l'intérieur, faisant onduler et scintiller les couleurs, donnant l'impression que le métal rouillé respirait. C'était mon histoire, gravée dans l'huile et le métal, ma renaissance. Je me suis avancé, chaque pas mesuré, ma colonne vertébrale droite, le petit pendentif en argent, une version miniature de l'œuvre que j'avais créée, posé sur ma clavicule. Je n'ai pas cherché de regard, n'ai pas souri pour la foule. Mon chemin me menait directement vers la sculpture, mais avant, je savais que je devrais passer devant eux. Julien et Sophie, l'homme qui m'avait réduite au silence et la femme qui avait pris ma place. Je me souvenais de la rage silencieuse, du sentiment d'être si insignifiante. Aujourd'hui, cette rage était une force tranquille. Je me suis retrouvé à quelques mètres d'eux. Julien, le chairman de l'événement, était là, un roi contemplant sa cour. À ses côtés, Sophie Croft, drapée dans une robe argentée qui lui collait à la peau. Ses cheveux blonds, relevés dans un style complexe, devaient avoir pris des heures. Le collier de diamants à son cou, le dernier « je t'aime » de Julien, aveuglait presque. Elle était l'accessoire parfait, la femme belle et raffinée d'un millionnaire. Je me suis dit que si la première fois que nous nous sommes croisés, il y a toutes ces années, j'avais osé porter ce vert ou ce rouge flamboyant qui courait désormais dans mes toiles, les choses auraient peut-être été différentes. Mais j'avais tellement essayé de me fondre dans le décor, de ne pas faire de vagues. Sophie s'est penchée vers Julien, un murmure étouffé, ses yeux pétillants d'une assurance mordante. Je l'ai entendu à peine. « Chérie, tu t'es surpassé. Tout le monde est là. » Julien a ricané. Bien sûr qu'ils le sont. C'est le seul billet qui compte. Il était dans son élément, puissant, admiré et en contrôle. Le fantôme de sa première femme, la femme terne et discrète dont il n'avait pas prononcé le nom en 5 ans, était un souvenir lointain, fané. Il l'avait radié de sa vie, tout simplement, avec l'aide de ses avocats. Une amputation propre et efficace. Une opération sans douleur, du moins pour lui. Je me suis approché encore, sentant leur présence comme un changement dans la pression atmosphérique. Le photographe de l'événement, sentant le moment, a levé son appareil.
Julien et Sophie, son sourire brillant, déjà préparés pour la photo. Et moi, l'artiste mystérieuse. Une scène parfaite. Sophie a affiché un sourire éclatant. Julien a adopté un air de patronage magnanime. Après tout, cette femme contribuait à son événement. J'ai ralenti le pas et je me suis arrêté devant eux. Mon regard, froid et impersonnel, a balayé la robe étincelante de Sophie, puis le smoking parfaitement ajusté de Julien. Pendant une fraction de seconde, mes yeux ont rencontré ceux de Julien. Je n'ai rien senti. Aucune reconnaissance, aucune étincelle de mémoire. Il me regardait comme une parfaite inconnue, légèrement intéressante, mais finalement sans importance. Une œuvre magnifique, a dit Julien, sa voix tonitruante d'une fausse sincérité. Il a vaguement désigné la sculpture. Un véritable sujet de conversation. Bien joué. Des compliments comme on en donne à un traiteur pour un canapé bien arrangé. Mon sourire n'a pas vacillé. Il était poli, distant et totalement indéchiffrable. « Merci, Monsieur Croft », ai-je dit. Ma voix était douce, soyeuse, avec un timbre à la fois délicat et incassable. Je suis ravi que cela rencontre votre approbation. Puis j'ai tourné mon regard vers Sophie. « Madame Croft », ai-je dit avec un léger hochement de tête, presque imperceptible. « C'est un joli collier. » Sophie a roucoulé, touchant les diamants à son cou. « Merci. Julien a un goût impeccable. » Mon sourire s'est légèrement élargi, un subtil mouvement au coin de mes lèvres qui n'a pas atteint mes yeux. Il a certainement, ai-je acquiescé doucement. Puis j'ai continué mon chemin serein vers ma sculpture, les laissant là. Le moment était passé, le photographe, déçu, a baissé son appareil. Ce moment-là, cette absence totale de reconnaissance dans ses yeux, était une étrange libération. C'était la preuve ultime que j'avais réussi. La Marie qu'il connaissait, l'ombre qu'il avait créée, n'existait plus. Elle avait été effacée de son monde et, ce soir, de sa mémoire. Leur visage, un instant figé dans la surprise de mon passage, étaient des pages blanches sur lesquelles je pouvais écrire ma propre histoire. Je ne sais plus très bien quand j'ai réellement pris la décision de partir. C'était un peu avant notre 10e anniversaire ce jour-là, ou peut-être juste après, dans cette sorte de brouillard qui planait sur ma vie parisienne. J'étais assise sur ce canapé crème, celui qui avait coûté une fortune, à regarder Julien qui, une fois de plus, était absorbé par son téléphone. Le tintement de la glace dans son verre de whisky, un son devenu synonyme d'humiliation. Chloé, toujours Chloé. Un poison amer, même lorsque son nom restait tu. Elle, si vibrante, si visible. Moi, déjà en train de me fondre dans les murs. Ce soir-là, mon cœur avait fait son habituel battement douloureux quand il m'avait demandé, sans lever les yeux, si j'avais besoin de quelque chose. La question d'un homme agacé par une mouche persistante. J'avais parlé de cette collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants, celle que j'ai aidé à organiser. Une dernière tentative de validation, peut-être. Et sa réponse, si banale, si cruelle. Anna, pour l'amour de Dieu, ce n'est qu'une journée. Needy, ce mot, needy, celui qu'il avait lâché ce soir d'anniversaire comme un coup physique. Moi qui ne demandais rien, moi qui avalais son infidélité flagrante avec un sourire contraint, moi qui gérais sa vie depuis l'ombre pour qu'il puisse briller sous les projecteurs. J'avais senti quelque chose se briser en moi. La dernière lueur d'espoir que l'ancien Julien était encore là, quelque part, s'était éteinte. Alors, j'avais rompu la chaîne. Je m'étais levé et le mouvement l'avait surpris. Je pars chez ma sœur pour quelques jours, avais-je dit, ma voix étonnamment stable. La décision, une fois prise, ne ressemblait plus à un saut dans le vide, mais à un simple pas sur un terrain solide. Il avait haussé les épaules, son pouce déjà en train de balayer l'écran. D'accord, les draps de la chambre d'amis sont propres. Il supposait comme toujours que ma vie, mes projets, mon existence entière tournaient autour de la sienne. Il n'avait pas demandé pourquoi. Il s'en fichait. J'avais rangé une petite valise. Pas mes couleurs neutres, mais les rares vestiges de la femme que j'avais été.
Un vieux jean usé, un T-shirt taché de peinture, mes anciens carnets de croquis et mes crayons. J'avais pris mon passeport, ma carte bancaire personnelle avec mes maigres économies et un petit médaillon en argent terni que ma grand-mère m'avait donné. En passant devant le salon, Julien était toujours sur le canapé, baigné par la lumière bleue de son téléphone. Il n'avait pas levé les yeux. Il n'avait pas dit au revoir. J'avais fermé la lourde porte en chêne du penthouse derrière moi, le doux clic résonnant comme la clôture silencieuse d'un chapitre de ma vie. Georges, le portier, un homme gentil, avait salué. « Bonne soirée, Madame Croft. »« Vous aussi, Georges, » avais-je dit, un vrai sourire touchant mes lèvres pour la première fois depuis des mois. Dehors, l'air de Paris était frais et vif. Je n'étais pas allé chez ma sœur. J'avais marché jusqu'au distributeur le plus proche, retiré toutes mes économies et hélé un taxi. « Gare du Nord, s'il vous plaît, » avais-je dit, ma voix claire et forte. En m'éloignant du trottoir, j'avais jeté un dernier regard à la tour scintillante où je m'étais perdu. Julien ne remarquerait même pas mon départ. Pas vraiment. Pas avant que ses chemises ne soient pas parfaitement repassées ou que sa marque de café préférée ne manque. Et d'ici là, je serais loin, très loin. Je n'étais plus Madame Croft. J'étais juste Marie. Et pour la première fois en une décennie, cela me semblait suffisant. Le fantôme quittait le bâtiment et je ne regardais pas en arrière. La première année, ce fut la plus dure. Je ne me suis pas métamorphosé en une nouvelle vie glamour du jour au lendemain. J'ai fui vers un endroit où Julien n'y aurait jamais songé à me chercher. L'île, cette ville ouvrière, un endroit d'entrepôt de briques et d'usines oubliées. La ville où ma grand-mère avait émigré, un lieu que je n'avais visité qu'une fois enfant, mais dont le souvenir de gens honnêtes et travailleurs me semblait être un havre de paix. J'ai loué un minuscule appartement au 3e étage sans ascenseur qui sentait la poussière et le vieux bois. Pendant les premières semaines, j'ai surtout dormi. L'épuisement d'une décennie de souffrance silencieuse était un poids physique et je me suis permis de succomber. Il n'y avait pas d'horaire à respecter, pas de dîners à planifier, pas de commentaires passifs-agressifs à esquiver. Le silence qui avait été ma prison était maintenant mon sanctuaire. Mes économies, qui semblaient substantielles au moment de leur retrait, ont diminué à une vitesse alarmante. Une panique froide et vive a commencé à s'installer. J'avais 34 ans, un trou de 10 ans dans mon CV et un diplôme qui semblait totalement inutile dans ce nouveau monde pragmatique. Un après-midi pluvieux, fixant mon reflet dans le verre déformé de mon miroir de salle de bain, j'ai finalement affronté la femme que j'étais devenue. Mon visage était pâle et bouffi, mes yeux ternes, mes cheveux raides et sans vie. J'étais l'incarnation de la négligence. Ce jour-là, la chrysalide a commencé à se former. Elle a commencé non pas par une transformation physique, mais par une décision. Je ne laisserai pas Julien Croft être l'auteur du chapitre final de ma vie. Ma première étape fut petite. J'ai trouvé un emploi de serveuse dans un restaurant local, un endroit animé appelé Le Coin Gourmand. Le travail était exténuant. Mes pieds me faisaient mal. Mes mains étaient à vif à cause des assiettes chaudes et des détergents agressifs, et le salaire suffisait à peine à couvrir mon loyer et mes courses. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais utile. Les gens me regardaient, ils me souriaient, ils me remerciaient, ils me disaient de passer une bonne journée. Je n'étais plus invisible. J'étais Émilie, la serveuse discrète qui se souvenait toujours de qui prenait son café noir. Le travail physique a commencé à me changer. Le gonflement de mon visage a disparu, remplacé par la définition de mes pommettes. Le mouvement constant a tonifié mon corps d'une manière qu'aucun abonnement coûteux et inutilisé à une salle de sport n'avait jamais fait. J'ai commencé à marcher partout, à explorer ma nouvelle ville à pied, sentant la force revenir dans mes jambes. Avec mes premières payes, je n'ai pas acheté de vêtements de créateur. J'ai acheté des fournitures artistiques, des toiles, des huiles, des pinceaux. Le soir, après mes services, je montais les 3 volets d'escalier jusqu'à mon petit appartement, mettais de la musique et peignais.
Au début, mes toiles étaient remplies de tourbillons sombres et tumultueux de gris et de noir. C'était la douleur, la colère, l'humiliation, tout ce qui s'écoulait de moi sur la toile. C'était un exorcisme désordonné, douloureux mais nécessaire. Puis, lentement, la couleur a commencé à réapparaître. J'ai commencé à peindre la ville. Je découvrais les motifs complexes de la rouille sur un vieil escalier de secours, les graffitis vibrants sur un mur de briques oubliés, la façon dont la lumière du matin frappait les vitraux d'une église abandonnée. Je redécouvrais ma passion, la même chose que Julien avait autrefois dédaigné comme un joli hobby. Moment, ici je dois m'arrêter un instant. C'est fou, n'est-ce pas? La façon dont on peut se perdre complètement, se laisser définir par le regard d'un autre, surtout quand cet autre est aussi aveugle que Julien l'était. Quand je pense à cette époque, à cette Marie fantomatique que j'étais, j'ai envie de la serrer dans mes bras, de lui dire que ça va aller, qu'elle est bien plus que ce qu'il voit. On croit que l'amour va nous porter, nous élever, mais parfois, il nous enchaîne, il nous rend minuscules. Et puis un jour, une toute petite chose, un mot cruel, un anniversaire oublié, ça fait tout exploser. Mais au lieu de se briser, on se reconstruit. On ne choisit pas toujours la façon dont on va renaître, mais on choisit de le faire. Ça semble absurde d'avoir besoin d'une telle rupture pour se retrouver, non? Mais je crois que c'était mon chemin. C'était brutal, mais nécessaire. Enfin, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes toiles. Un habitué du restaurant, un homme âgé nommé Monsieur Dubois, propriétaire d'un petit magasin de meubles, a remarqué mes doigts tachés de peinture. Il m'a demandé à voir mon travail. Avec hésitation, je l'ai invité chez moi un après-midi. Il est resté longtemps dans mon petit salon, qui était maintenant plus un atelier qu'un foyer, son regard se déplaçant de toile en toile. « Ma chère », a-t-il dit finalement, sa voix épaissie par l'émotion. « Vous ne voyez pas la rouille et la décomposition. Vous voyez des histoires, vous voyez la beauté. » La semaine suivante, M. Dubois a dégagé sa vitrine et y a exposé 3 de mes tableaux. Il a placé une simple carte manuscrite à côté d'eux. Scène locale et paramilité. 2 d'entre eux se sont vendus en 3 jours. L'argent était plus que ce que je gagnais en 2 semaines au restaurant. Mais c'est la validation qui comptait vraiment. Quelqu'un voyait de la valeur dans ma vision. Ce petit succès fut le catalyseur. Marie, maintenant Émilie, s'est inscrite à un cours de commerce au collège communautaire local. J'ai appris le marketing, la tarification, comment bâtir une marque. J'ai créé un compte Instagram, publiant des photos de haute qualité de mon travail. J'ai commencé à visiter les foires d'art locales non pas en tant que visiteuse, mais en tant que vendeuse. Mon style était unique. J'ai combiné ma formation classique en histoire de l'art avec l'esthétique industrielle brute de mon environnement. J'ai développé une technique pour incorporer des objets trouvés, des morceaux de métal, de vieilles roues dentées, des fragments de verre, dans mes peintures, leur donnant une qualité riche, texturée, tridimensionnelle. Mon travail était une conversation entre le passé et le présent, entre la décadence et la renaissance. C'était l'histoire de ma propre transformation racontée à l'huile et à la rouille. En même temps, je suivais une thérapie. Déballer une décennie d'abus émotionnels a été douloureux. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été, pour les années que j'avais perdues. Mais ma thérapeute m'a aidé à comprendre que ma douceur n'était pas une faiblesse et que mon désir d'un partenariat aimant n'était pas de la dépendance. J'ai appris à poser des limites, à valoriser ma propre opinion et à dire non. 5 ans après, la femme qui avait fui le penthouse de Julian Croft avait disparu. À sa place se tenait Mary Brun, un nom qui commençait à faire parler de lui sur la scène artistique nationale. J'avais ma propre galerie maintenant, un bel espace dans un entrepôt rénové en centre-ville. Mon travail était recherché par les collectionneurs et les clients d'entreprise. J'étais financièrement indépendante, émotionnellement résiliente et d'une assurance rayonnante. Un matin,
J'étais dans ma galerie, supervisant l'installation d'une nouvelle exposition, lorsque mon assistant, un jeune étudiant en art enthousiaste nommé Léo, m'a tendu un magazine glacé. Vous n'allez pas croire ça, a-t-il dit, les yeux écarquillés. Page 72. J'ai pris le magazine. C'était une publication mondaine, le genre que je trouvais sur la table basse de mon ancienne vie. Et là, à la page 72, une double page entière sur le prochain Gala des Étoiles, le plus grand événement caritatif de l'année dans mon ancienne ville. Le président de l'événement était Julian Croft, et à son bras, sur la photo d'accompagnement, souriant brillamment, se trouvait Sophie Vance, maintenant listée comme Sophie Croft. Ils s'étaient mariés. Une Marie plus jeune aurait ressenti une pointe de douleur, une amère torsion de jalousie. Mais en regardant la photo maintenant, je ne sentais rien. Un étrange détachement clinique. Ils ressemblaient à deux étrangers sur une photographie, figés dans un monde qui n'avait plus rien à voir avec moi. Léo a pointé la liste des principaux sponsors. Regardez, a-t-il dit, son doigt tapotant la page. La Fondation Croft est le sponsor principal, bien sûr, mais regardez le partenaire artistique Corporate. Mes yeux ont suivi son doigt, et là, en élégante écriture, le nom de l'entreprise chargée de fournir l'installation artistique centrale pour le gala. Studio Brun. Mon studio. Le Gala des Étoiles, le pinacle du monde que j'avais fui. Et il voulait de mon travail comme attraction principale. L'ironie était si épaisse, si puissante, qu'elle en était presque comique. Léo me regardait, attendant d'une réaction. Il ne connaissait pas mon histoire. Pour lui, c'était juste une énorme opportunité de carrière. Un lent sourire s'est répandu sur mon visage. C'était un vrai sourire, confiant et authentique. La chrysalide ne s'était pas juste brisée. Elle s'était fracassée, révélant quelque chose de plus fort et de plus beau que je n'aurais jamais pu imaginer. Léo, ai-je dit, ma voix calme et claire, appelez-les, dites-leur que nous acceptons et réservez-moi un billet. Il est temps que j'y retourne. Pendant ce temps, à quelques mètres de moi, Julien avait tourné le dos, son visage à peine éclairé par mon souvenir, comme une ampoule faiblissante. Je ne m'étais pas attardé, mais il me voyait maintenant. Je l'avais vu dans son regard quand nos yeux s'étaient croisés. Non pas une reconnaissance immédiate, mais l'écho d'une mélodie oubliée, un fantôme de mémoire qu'il ne parvenait pas à situer. Il l'avait balayé, bien sûr. Mais j'avais senti son inconfort, sa brève incertitude. Et à côté de lui, Sophie. Elle m'avait complimenté sur mon collier, je lui avais rendu l'appareil. J'avais remarqué un minuscule imperceptible tic au coin de son œil quand j'avais dit « Il a certainement un goût impeccable ». Elle avait commencé à s'interroger, je le sentais. Elle avait pris la place, certes, mais je sentais qu'elle n'avait jamais été vraiment à sa place. J'avais imaginé cette scène 1 million de fois dans ma tête, ces 5 dernières années. Je les avais vus me dédaigner, je les avais vus me regretter, mais jamais, jamais je n'aurais cru qu'ils seraient si distants, si étrangers à ma présence même. C'était une victoire en soi. Qui est cette femme? C'est Sophie qui a rompu le silence qui a suivi mon passage, un rare pansement d'insécurité dans sa voix. Elle avait perçu une menace féminine primaire. Cette femme, moi, il ne jouait pas le même jeu qu'elle. J'opérais sur un plan entièrement différent. Julien a grogné, ses yeux plissés. Je ne sais pas. Probablement une artiste, celle qui a fait la sculpture, j'imagine. Il m'avait rejeté avec la même arrogance décontractée qu'il appliquait à quiconque qu'il jugeait sans importance. J'étais du personnel, essentiellement. Mais Sophie, elle, avait un radar social affûté, le malaise de Julien, le fait que je me dirigeais vers la pièce maîtresse, et la minuscule cicatrice, juste au-dessus de mon sourcil gauche, d'une chute d'enfance dont Julien avait dû lui parler, si tant est qu'il s'en souvint, ou peut-être était-ce le rire. La façon dont ma tête se penchait quand j'écoutais attentivement. Ses yeux s'étaient écarquillés d'horreur. « Oh mon Dieu, Julien !» avait-elle chuchoté. « C'est elle, c'est ta première femme. »
La question planait entre eux, laide et indéniable. La rumeur a commencé à circuler presque immédiatement, bien que subtilement au début. L'histoire de la brève rencontre, de l'indifférence de Julien à mon égard, était trop savoureuse pour être ignorée. Julian Croft, l'homme qui se targuait de connaître tout le monde et tout, avait boudé la star de sa propre fête. Les premiers murmures parlaient de son arrogance. Mais ensuite, quelqu'un a fait le lien. Un membre du conseil d'administration plus âgé, avec une longue mémoire, a rappelé la première Madame Croft, cette fille discrète qui assistait à ces événements au bras de Julien. L'histoire a muté, devenant infiniment plus scandaleuse. Il n'avait pas seulement boudé l'artiste. Il avait boudé son ex-femme, la femme qu'il avait mise de côté, et il ne l'avait même pas reconnue. L'atmosphère dans la pièce a changé. Les regards jetés vers Julien n'étaient plus seulement admiratifs. Ils étaient spéculatifs, teintés d'une délicieuse dose de Schadenfreude. Les gens passaient de Julien et Sophie, avec leur sourire tendu et figé, à moi, qui semblait complètement inconsciente, discutant calmement de mon travail avec un cercle d'admirateurs. Le contraste était dévastateur. Il était le passé, bruyant et brutal. J'étais le futur, élégante et sereine. Julien a senti le changement de pouvoir comme un changement de pression atmosphérique. Il a essayé de se reprendre, de travailler la pièce, mais son assurance avait disparu. Ses blagues tombaient à plat. Sa poignée de main ressemblait moins à un geste de pouvoir qu'à une supplique désespérée. Il a vu des gens chuchoter derrière leurs mains à son approche. Il était devenu une caricature, une plaisanterie à sa propre fête. Pour Sophie, c'était un cauchemar réveillé. Son identité entière était bâtie sur le fait d'être Madame Julian Croft, la femme glamour, enviée qui avait gagné. Mais ce soir-là, elle était une perdante cosmique. Elle a vu les regards pitoyables des autres femmes, les sourires suffisants. Elle pensait toutes la même chose. Il a quitté sa femme pour toi, et sa femme est revenue en reine. Son collier de diamants lui semblait soudain une chaîne lourde et vulgaire. Le coup de grâce est arrivé pendant la vente aux enchères en direct. Le dernier lot était une commande privée de l'artiste elle-même, Marie Brune. Lorsque le commissaire-priseur a annoncé le lot, une vague de murmures excités a traversé la foule. Les enchères ont été féroces, grimpant rapidement à 6 chiffres. Julien, dans une tentative désespérée et mal avisée de reprendre le contrôle, de prouver quelque chose, il n'était même plus sûr de quoi, a participé à la vente. 200 000, a-t-il lancé, sa voix un peu trop forte. Un silence est tombé dans la pièce. Tous les yeux se sont tournés vers lui, puis vers moi qui me tenais près de la scène. J'ai enregistré son offre avec un léger changement d'expression. Était-ce de la surprise, de l'amusement? C'était impossible à dire. Mon visage était un masque de neutralité polie. Un autre enchérisseur a immédiatement répliqué. 225. 250, a répliqué Julien, son visage rougi. Sophie lui a attrapé le bras. Julien, arrête, a-t-elle sifflé. Qu'est-ce que tu fais? Il l'a repoussé. Il s'agissait de bien plus qu'une peinture. Il s'agissait de récupérer son récit. Il posséderait un morceau de mon succès. Il me forcerait à traiter avec lui. Le prix a grimpé. 300 000, 350. Julien enchérissait contre un milliardaire rival de la tech, un homme qu'il méprisait. C'est devenu une guerre d'ego alimentée par la testostérone, jouée devant l'élite de la ville. 500 000 €, criait Julien, sa voix légèrement éraillée. La pièce a haleté, le commissaire-priseur m'a regardé, j'ai fait un minuscule hochement de tête presque imperceptible. Puis je me suis avancé et j'ai pris le microphone. Merci à tous pour votre incroyable générosité, ai-je dit, ma voix calme portant dans la salle de bal silencieuse. Et merci, Monsieur Croft, pour votre offre très enthousiaste. J'ai fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Cependant, je dois respectueusement retirer cet article de la vente aux enchères. La foule a éclaté en murmures confus. J'ai levé la main pour le silence. Mon studio a une politique, ai-je continué.
mon regard balayant froidement le public stupéfait avant de s'arrêter un bref instant dévastateur sur Julien. Nous n'effectuons pas de commandes privées sollicitées par le biais d'un spectacle public. Mon art n'est pas un trophée à gagner dans une guerre d'enchères. J'ai souri, un sourire serein et inébranlable. Au lieu de cela, je ferai don d'une nouvelle œuvre originale directement à l'hôpital pour enfants. Merci. J'ai rendu le microphone au commissaire-priseur stupéfait et avec un dernier salut gracieux à la foule, je me suis retourné et j'ai quitté la scène. Je n'ai plus regardé Julien. Je n'en avais pas besoin. L'humiliation était absolue. Je n'avais pas seulement rejeté son argent. J'avais rejeté son monde entier, ses valeurs, ses jeux de pouvoir. J'avais exposé son offre désespérée pour ce qu'elle était, un étalage pathétique et vulgaire. En un seul geste calme et élégant, je l'avais complètement mis échec et mat. La retombée n'était plus seulement des chuchotements et des commérages. C'était un nuage en champignons et Julien et Sophie étaient au point zéro. Les jours qui ont suivi le Gala des Étoiles furent une leçon magistrale d'implosion sociale et professionnelle pour Julien et Sophie Croft. L'histoire de notre rencontre est devenue la favorite des potents de la ville, racontée avec des embellissements croissants à chaque déjeuner caritatif et dîner au club de golf. Elle avait tous les éléments d'un scandale parfait: arrogance, beauté, vengeance et une chute de la grâce. Julien n'était pas seulement l'homme qui n'avait pas reconnu son ex-femme. Il était l'idiot qui avait essayé de la racheter aux enchères publiques et avait été gentiment mais fermement anéanti. Le récit lui avait été arraché et il n'était plus qu'un personnage dans mon épopée, celle de Marie Brune. Son téléphone, d'habitude une source incessante de validation, est devenu froidement silencieux. Le premier signe concret du changement de marée est venu 3 jours après le gala. Julien essayait de conclure une importante affaire immobilière, un partenariat avec un contemporain nommé Marc Dubois. Le dernier appel aurait dû être une formalité. Au lieu de cela, Marc était évasif. Le conseil est réticent, Julien, a dit Marc, sa voix dépouillée de son habituelle camaraderie. Réticent, Marc, les chiffres sont solides. C'est une victoire garantie. Il y a eu une pause. Il ne s'agit plus des chiffres. Il s'agit de l'image. Le gala, c'était tout ce dont tout le monde parlait. Au club ce week-end, mes partenaires estiment que votre marque personnelle est un peu volatile en ce moment. Ma marque personnelle? Julien a ricané, les mots ayant un goût de poison. Qu'est-ce que cela a à voir avec une entreprise immobilière? Cela a tout à voir avec ça, a dit Marc, son ton maintenant sec et définitif. Nous nous retirons. Je suis désolé. La ligne est devenue silencieuse. Julien a regardé son téléphone, une veine palpitant dans sa tempe. Il avait été renvoyé, pesé et jugé insuffisant. Peu après, les membres du conseil de sa propre fondation caritative ont convoqué une réunion d'urgence pour discuter des dommages à la réputation. Son pouvoir, qu'il avait toujours cru forgé par son propre génie, s'est révélé être une construction fragile maintenue par la perception des autres, et cette perception avait été brisée. Pour Sophie, le règlement de compte a été plus personnel et peut-être plus cruel. Son monde était bâti sur la monnaie sociale, et sa valeur avait chuté à zéro. Elle s'est forcée à assister à un déjeuner pour le ballet, déterminée à faire face aux murmures. C'était un calcul catastrophique. Elle était assise non pas à la table d'honneur, mais à une table marginale près des cuisines. Des femmes qui l'avaient autrefois admirée lui ont maintenant offert des sourires serrés et pitoyables. Geneviève Routier, une femme dont la position sociale Sophie avait toujours envié et cherché à usurper, a glissé à sa table. « Sophie, ma chérie », a roucoulé Geneviève, ses yeux brillants d'un plaisir malicieux. J'ai vu les photos du gala, une soirée si dramatique, et la première femme de votre mari, quel talent! Cela montre juste qu'on ne sait jamais qu'il y a des profondeurs cachées. Chaque mot était une fléchette parfaitement ciblée. Sophie n'était plus la gagnante. Elle était le prix de consolation, une note de bas de page dans l'incroyable histoire de mon ascension. Leur magnifique penthouse, autrefois symbole de leur succès,
est devenu une cage dorée. Le silence qui avait été mon tourment leur appartenait désormais. Ils se tournaient autour dans les vastes pièces stériles, l'air épais d'accusations inexprimées. Un soir, Julien s'est claqué un exemplaire d'un magazine de style de vie sur l'îlot de cuisine en marbre. La couverture était une double page sur Marie Brun, intitulée « Le phénix du monde de l'art ». Il était rempli de superbes photos de mon travail, de ma galerie et de moi-même, sereine et puissante. « Regarde ça », a-t-il grogné, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Il l'appelle un phénix. Qu'est-ce que ça fait de moi? Sophie, qui sirotait d'un verre de vin, a levé les yeux avec un regard éteint. Ça fait de toi l'idiot qui a laissé un phénix s'envoler pour garder un perroquet? L'insulte, si directe et vicieuse, est restée suspendue entre eux. Un perroquet? A hurlé Julien. Je t'ai tout donné. Tu n'étais qu'une organisatrice d'événements glorifiés avant de me rencontrer. Et tu étais mariée à un chef-d'œuvre que tu étais trop aveugle pour voir, a-t-elle hurlé en retour, sa voix cassée. Tu ne t'es pas seulement ruiné, Julien. Tu m'as ruiné. Sophie a blâmé Julien pour son arrogance sidérante. Julien, dans la logique sombre et tordue d'un narcissique, a blâmé Sophie de ne pas avoir été assez, d'avoir, d'une manière ou d'une autre, permis à Marie de l'éclipser si complètement. 2 semaines après le gala, Julien a finalement craqué. Poussé par un cocktail désespéré et toxique d'orgueil blessé, de rage bouillonnante et d'un désir étrange et inconnu, il a fait la seule chose que ses avocats lui auraient hurlé de ne pas faire. Il est allé à ma galerie. Studio Brun ne ressemblait en rien aux galeries étouffantes et intimidantes de son monde. C'était un espace lumineux et aéré, avec des sols en béton poli et de hauts plafonds inondés de lumière naturelle. L'or sur les murs était vibrant et vivant. Et à l'arrière de la galerie, dans un bureau au mur de verre, j'étais assise. Je ne peignais pas. J'étais en conférence téléphonique avec un homme sur un grand écran, et même de loin, Julien pouvait voir la révérence dans l'expression de l'homme. Je riais, un rire franc et authentique qui résonnait faiblement dans la galerie, l'air détendu, puissante et totalement en contrôle. Je l'ai vu s'approcher à travers la vitre. Mon sourire n'a pas faibli. J'ai calmement levé un doigt, lui signalant d'attendre. J'ai terminé mon propos à l'homme à l'écran et j'ai dit « À bientôt, Thomas ». J'ai éteint l'écran, puis j'ai levé les yeux vers lui, mon expression placide, comme s'il était un étranger légèrement intéressant qui avait erré dans la rue. « Julien », ai-je dit, ce n'était pas une question. C'était une simple déclaration de fait. Ma voix était égale, ne trahissant aucune émotion. À quoi dois-je le plaisir? Il se tenait maladroitement dans l'embrasure de mon bureau, la dynamique de pouvoir de tout notre mariage inversé. Ici, il était le suppliant. J'étais celle qui était aux commandes. « Marie, nous devons parler », a-t-il commencé, sa voix rauque. « Vraiment ?» ai-je demandé, me penchant en arrière sur ma chaise. J'ai l'impression que nous avons dit tout ce qui devait être dit il y a 10 ans, puis il y a 5 ans, et puis je suppose il y a 2 semaines au gala. La précision désinvolte et mordante de mes mots l'a piqué. Ce soir-là, vous ne m'avez pas reconnu. Ai-je terminé pour lui, un petit sourire entendu jouant sur mes lèvres. Je sais, c'était assez évident. D'une certaine manière, je devrais vous remercier. Ce fut le moment le plus honnête de notre relation depuis plus d'une décennie. L'absence de colère dans ma voix était plus déconcertante que n'importe quelle tirade. Il était venu préparé pour un combat, pour des larmes, pour une confrontation dramatique. Il n'était pas préparé à ce calme serein, intouchable. « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver », a-t-il dit, désignant vaguement la galerie. Moi, toute cette situation impossible. La femme que je connaissais, elle était discrète. Elle était simple. Elle n'aurait jamais pu faire tout ça. Pour la première fois, une lueur de quelque chose, non pas de la colère, mais une tristesse profonde et immense, est traversé mon visage. La femme que vous connaissiez, et je dis doucement, était une personne que vous n'avez jamais pris la peine de voir. Vous avez vu un reflet de ce que vous vouliez,
un accessoire discret et pratique. Vous n'avez pas vu l'artiste, la rêveuse, la personne avec ses propres espoirs et passions. Vous n'avez pas arrosé la plante, Julien, et puis vous avez été surpris qu'elle ne fleurisse pas dans votre ombre. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue animée. Vous ne m'avez pas brisé, vous savez. Vous m'avez juste effacé, et ce faisant, vous m'avez fait le cadeau le plus incroyable. Vous m'avez donné une toile vierge. J'ai pu me repeindre à nouveau dans l'existence, avec mes propres couleurs, selon mes propres termes. La panique de Julien est montée. Cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. « Je veux arranger ça », a-t-il dit, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. « J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Tu me manques. » Je me suis détourné de la fenêtre et j'ai ri. Ce n'était pas un rire cruel. C'était un son d'incrédulité authentique, non fardé. « Oh, Julien », ai-je dit en secouant la tête. « Non, vous ne manquez pas de moi. Vous ne me connaissez même pas. Vous manquez à l'idée que vous vous faisiez de moi. Vous manquez au confort, au silence, à la femme qui vous a rendu la vie facile pour que vous puissiez poursuivre vos ambitions et vos aventures sans interruption. Et maintenant, vous manquez à ce que j'ai. Vous voyez mon succès, l'admiration des autres, et vous voulez vous l'approprier. Exactement comme vous avez essayé de vous approprier mon or aux enchères. Vous n'avez pas changé du tout. » C'est à ce moment précis que la porte d'entrée de la galerie s'est ouverte et que Sophie est entrée. Elle avait l'air terrible. Ses vêtements coûteux pendaient sur elle comme sur une étrangère, et son visage était un masque d'anxiété tendue. Elle a vu Julien, et son visage s'est durci. « Je le savais », a-t-elle craché, sa voix tremblante de rage. « Je savais que tu viendrais te traîner ici. » J'ai regardé le visage stupéfait de Julien, puis celui furieux de Sophie, j'ai soupiré, le soupir d'une femme confrontée à un drame fatigant et prévisible. « Cela, ai-je dit, désignant les deux, n'a absolument rien à voir avec moi. Plus maintenant. » Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai pris mon sac et je l'ai mis sur mon épaule. J'ai un déjeuner de travail au Musée d'art moderne avec le curateur de la TOD. C'était lui à l'appel. J'ai laissé ce détail s'imposer, une dernière confirmation sans effort du monde que j'habitais désormais. Léo peut vous aider si vous êtes intéressé par l'achat d'une pièce. J'ai fait une pause et j'ai regardé directement Sophie. Mon regard pas méchant, mais d'une clarté perçante. Et pour ce que ça vaut, c'est votre problème maintenant. Vous avez bâti votre maison sur un terrain volé. Vous ne pouvez pas être surprise si elle a des fondations fragiles. J'ai contourné leur figure figée dans l'allée, j'ai quitté mon bureau et me suis dirigé vers l'avant de la galerie. J'ai fait une pause à la porte et je les ai regardés, figés au milieu de l'or magnifique né de ma douleur. Ils avaient l'air petits et laids dans cet espace lumineux et épuré. « Au revoir, Julien », ai-je dit, et la finalité dans ma voix était absolue. C'était la fermeture d'un livre, l'extinction d'une lumière, la chute finale et silencieuse d'un rideau. Puis je me suis retourné et je suis sorti au soleil, laissant derrière moi dans la belle galerie résonnante, piégé à jamais dans l'éclat d'une femme qu'ils n'avaient pas réussi à voir avant qu'il ne soit bien trop tard. Ils avaient leur argent, leur penthouse et leur misère. Moi, j'avais moi-même, et j'avais enfin vraiment gagné. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait des erreurs en chemin, que la solitude de la reconstruction était un prix lourd. C'était une vengeance, oui, mais aussi une libération. La colère s'est estompée, laissant la place à une sorte de paix complexe. Je n'ai plus besoin de leur regard. Je n'ai pas de heureux pour toujours comme dans les contes. Mais j'ai ma vie, mes couleurs, mes choix. C'est suffisant, non? Ce n'est pas parfait, mais c'est bien réel.